C'est une scène assez classique. On a une petite faim, on ouvre la porte de son frigo, on s'attend à y trouver des légumes, un reste de repas. Et là, posé sur l'étagère du milieu, on tombe sur une énorme pile de chaussettes sales. Ah oui, l'image est forte. Ouais, c'est complètement absurde, hein. Et pourtant, de façon métaphorique, c'est exactement le genre de traitement qu'on fait subir à notre propre cerveau. Et ça tous les jours, du matin au soir. On mélange joyeusement ce qui se mange avec ce qui se lave, quoi. C'est exactement ça. On crée un chaos total sans même s'en rendre compte. Voilà. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration de nos sources consacrées à l'art de l'organisation. Lors de notre précédente étape, on avait vu comment collecter, comment extraire toutes ces pensées qui encombrent l'esprit. La fameuse phase de collecte, ouais. C'est ça. Mais la mission de notre plongée d'aujourd'hui, c'est la phase suivante, la structuration. En gros, comment créer des frontières psychologiques et physiques qui soient si étanches que le cerveau peut enfin relâcher sa vigilance. Alors bon, décortiquons un peu tout ça. Comment on passe d'un tas d'idées vaguement clarifiées à une vraie architecture de vie? Eh bien, c'est vraiment le pivot central de toute cette méthode. Et pour reprendre ton image du frigo, qui est très juste, le chaos mental qu'on ressent souvent, il vient pas forcément d'un excès de travail. Ah bon, c'est pas juste qu'on en fait trop. Non, pas toujours. Ça vient surtout d'un mélange des genres. En fait, on ne peut pas structurer quoi que ce soit si on ne comprend pas la différence fondamentale entre les multiples types d'informations qu'on gère. La règle d'or, le fondement absolu, c'est de ne jamais mélanger ce qui exige une action avec ce qui n'en demande pas. D'accord. Donc on sépare l'actionnable du non actionnable. Voilà. Si on glisse par exemple une simple brochure d'information au milieu d'une pile de factures urgentes à payer, notre cerveau il se met en alerte directe. Ouais, il bug un peu quoi. Exactement. Il perd instantanément confiance en la pile entière. Parce qu'à chaque fois qu'il va regarder ce tas de papier, il devra fournir un petit effort d'analyse pour se dire « Attends, est-ce que je dois faire quelque chose avec ça ou pas ?» Et ça, c'est une fuite d'énergie cognitive qui est colossale. C'est fou. Mais c'est vrai que ça explique pourquoi on finit par ignorer nos propres listes en fait. Si je dois analyser chaque ligne pour me rappeler de quoi il s'agit, ça devient un travail en soi. C'est tout à fait ça. La friction est trop grande. Mais du coup, si on sépare tout, on arrive à combien de catégories, Sam? Parce que, en parcourant le texte, j'ai cru comprendre qu'il fallait séparer les projets, l'agenda, les actions, les trucs en attente, les références. Mais attendez, avoir autant de catégories différentes, c'est pas créer une espèce d'usine à gaz qui va décourager tout le monde? On cherche la simplicité et on se retrouve avec 8 boîtes à gérer. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est exactement l'inverse qui se produit sur le plan neurologique. L'inverse, c'est-à-dire? La complexité apparente de ton système physique permet justement la simplicité mentale. Notre esprit, tu vois, il est brillamment conçu pour avoir des idées, pour créer des connexions, mais il est catastrophique quand il s'agit de les stocker et de s'en rappeler au bon moment. Ah, ça je confirme. La mémoire à court terme, c'est pas notre point fort. Voilà. Donc, en créant ces catégories très, très précises, on externalise la mémoire. Prenons le cas le plus symptomatique de ce problème, l'agenda. Ah, l'agenda. Le fameux cimetière de mes bonnes intentions. Ouais, et pourquoi à ton avis? Parce que la plupart des gens l'utilisent super mal. En fait, l'intégrité de l'agenda, elle doit être d'une pureté absolue. D'une pureté absolue? C'est un grand mot. Mais c'est vital. Il ne doit contenir que des actions qui sont obligatoirement liées à une heure précise ou à un jour précis. Un point, c'est tout. Un rendez-vous médical, un train à prendre ou un truc légal à faire ce mardi-là. Il faut jamais, au grand jamais, y inscrire des listes de tâches vagues ou des trucs qu'on aimerait bien faire si on a le temps. Aïe, je plaide coupable. Je suis vraiment le premier à inscrire rédiger le rapport de stratégie un mercredi juste parce que j'espère avoir le temps de m'y pencher ce jour-là. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas fait. Donc je l'aurai et je l'aurai écrit sur la page du jeudi. C'est un cycle de culpabilité sans fin, quoi. Et c'est exactement ce qu'on appelle la tyrannie de la liste quotidienne. Si on pollue son agenda avec des envies ou des espoirs plutôt que des obligations temporelles dures, on brise la confiance de notre cerveau. Le cerveau n'y croit plus, en fait. Exactement. Il regarde l'agenda et se dit « Oh, c'est juste une petite suggestion, j'ai pas vraiment besoin de m'y mettre ». L'agenda, il doit devenir un territoire sacré. S'il y a quelque chose d'inscrit dessus, ça doit être fait à ce moment-là, point final. D'accord, d'accord. Donc l'agenda est un sanctuaire inviolable, vraiment réservé uniquement à la dimension du temps. Mais ça pose un problème logique énorme, ça. Lequel? Si je sors toutes mes envies et toutes mes obligations non datées de mon agenda, elles vont où?
Si j'ai 150 trucs à faire dès que possible et que je peux plus les mettre dans mon calendrier, je suis censé faire une gigantesque liste de tâches unique? Et c'est là que la plupart des méthodes d'organisation s'effondrent complètement. Si on a 150 actions suivantes sur une seule et même page, c'est totalement illisible. C'est paralysant. Et c'est ici qu'intervient une notion fondamentale de nos sources, le contexte. Le contexte? Oui, j'ai une analogie en tête, tu me diras si c'est ça, pour essayer de visualiser pourquoi une liste unique, c'est une très mauvaise idée. Je t'écoute. Imagine un menu de restaurant. Si ce menu mélangeait pêle-mêle sur la même page des ingrédients crus en vrac, les ustensiles de cuisine, le prix des chaises et les plats finis, personne ne saurait quoi commander. C'est clair, ce serait l'angoisse. Voilà. Quand on a une liste unique qui mélange acheter de la peinture au magasin, rédiger les statuts de la boîte et demander à Sarah comment s'est passé son week-end, et qu'on se retrouve avec juste 5 minutes de libre et un téléphone à la main entre deux réunions, on est pétrifié. Ouais, on passe 4 minutes à lire la liste en se disant « je peux pas peindre ici, j'ai pas d'ordi pour rédiger » et hop, le temps libre est écoulé. C'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, si l'on relie cela à la vision globale, on comprend que la gestion de l'énergie, c'est aussi important que la gestion du temps. Les listes par contexte, elles agissent comme des filtres dynamiques préétablis. Des filtres dynamiques, c'est-à-dire? En gros, une fois qu'une action est clarifiée et qu'elle n'a pas de date fixe dans l'agenda, tu la places sur une liste qui correspond au lieu physique, à l'outil ou à la personne nécessaire pour la faire. Ah, donc on crée des listes par outil ou par lieu. Voilà, on crée une liste au bureau, une liste au téléphone, une liste sur l'ordinateur ou encore une liste en course. Ah, ok. Donc si je suis dans la salle d'attente du médecin avec mon smartphone, je vois pas mon projet de peinture, je regarde que ma liste téléphone, et là, appeler le plombier, ça devient l'évidence même. Ça élimine complètement la fatigue décisionnelle. Exactement. Ton cerveau n'a plus à filtrer ce qui est possible de ce qui est impossible. La structure le fait pour lui. C'est reposant. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les ordres du jour. Les ordres du jour, comme pour les réunions? Un peu, oui. Ce sont des listes de contexte, mais basées sur des personnes. Par exemple, on a tous une liste pour son manager, une pour son conjoint, une pour la réunion d'équipe du lundi. Ah, Manin? Ouais, dès qu'on croise cette personne, dans le couloir, hop, on sort la liste. On a tous les sujets prêts à être abordés, sans jamais dire la fameuse phrase « Ah, je savais qu'il fallait que je te parle d'un truc, mais j'ai complètement oublié, quoi. » C'est d'une logique implacable. On adapte l'effort à la réalité physique de l'instant T. Mais attends, il y a une faille dans le système si on s'arrête juste là. Vas-y, je t'écoute. Admettons que j'utilise ma liste téléphone. J'appelle mon fournisseur pour un souci de facture. Je lui explique le problème et il me dit « Ok, je vous renvoie le document corrigé d'ici vendredi ». Donc l'action est faite de mon côté, je la raie de ma liste, mais le projet, lui, il n'est pas terminé. C'est vrai. Si je la raye, mon cerveau va l'oublier. Du coup, comment le système gère ce trou noir où on attend après quelqu'un d'autre? C'est une super observation. Et honnêtement, c'est précisément ce qui génère le plus d'anxiété dans le travail en équipe aujourd'hui. C'est ici qu'entre en jeu la liste en attente. Ah, une liste spéciale pour ça. Oui, c'est la protection indispensable pour tout ce qu'on a délégué ou qui est conditionné par un tiers. Dès qu'on confie une tâche, qu'on envoie un mail pour demander une validation, ou même, tu vois, qu'on commande un colis en ligne, on l'inscrit sur cette liste en attente. Et j'imagine qu'on y met la date. C'est impératif. Noter la date de la demande, c'est ce qui permet d'avoir un levier de relance super objectif. On dit plus « et ça fait un bail que j'attends », on dit « je vois que je t'ai fait cette demande le 14 du mois, on en est où ?» Ouais, c'est beaucoup plus pro. Et moins accusateur finalement. Tout à fait. Et c'est le seul moyen de suivre ces engagements externes sans que ça tourne en boucle dans notre tête à 3 heures du matin. Claire. Et pour compléter ce nettoyage de l'espace, il faut aussi parler du classement des documents de référence. On en parlait au début, ces trucs qui ne demandent pas d'action, mais qu'il faut garder. Le système de classement doit répondre à une règle vitale. Laquelle? Il doit prendre moins de 60 secondes chrono pour y insérer un document. Moins de 60 secondes. Ça paraît presque maniaque comme limite, non? Pourquoi une telle rigueur sur le temps de rangement? À cause de la fameuse résistance cognitive. L'être humain, il est programmé pour économiser son énergie. Si pour ranger un PDF hyper important ou une facture papier, on doit ouvrir 5 sous-dossiers numériques, créer un nouveau libellé avec un code couleur spécifique, ou en physique chercher la graffeuse, trouver un dossier suspendu, écrire l'étiquette. Ouais, on le fera pas. Non, on le fera pas. On va se dire, je le pose sur le bureau et je m'en occuperai plus tard. Et c'est comme ça que naissent les piles. Les bouchons, ils se créent là où il y a de la friction. Un classement alphabétique universel super simple,
C'est souvent la meilleure arme. La friction, c'est l'ennemi de l'exécution, c'est très clair. Bon, jusqu'ici, j'arrive à suivre. On a séparé nos documents, on a sanctuarisé l'agenda, on a ventilé nos actions par contexte et on a un filet de sécurité pour les trucs délégués. Tout bon. Mais, j'ai vu passer un truc dans nos sources d'aujourd'hui qui m'a laissé un peu perplexe. Il était question d'un outil très spécifique appelé l'échéancier, avec très exactement 43 dossiers. Alors ça, pourquoi 43? Ça m'a paru être le summum de l'obsession administrative. C'est quoi cette machinerie? Alors, l'échéancier, c'est sans doute l'outil le plus ingénieux pour libérer la mémoire vive de notre cerveau. Et ces 43 dossiers, ils se divisent de façon très logique. 31 dossiers numérotés pour les jours du mois et 12 dossiers pour les mois de l'année. Ah, 31 plus 12, d'accord. Le calcul est bon. Mais comment on s'en sert au quotidien? En fait, c'est un système de classement en 3 dimensions basé sur le temps. Imagine qu'on reçoive par exemple des billets de théâtre pour une pièce qui a lieu le 15 du mois prochain. Ok. Il n'y a aucune action à faire aujourd'hui. On ne veut pas les laisser traîner sur le bureau pendant un mois et on veut surtout pas les perdre dans un tiroir. Donc, on prend ces billets et on les glisse simplement dans le dossier du mois prochain. Et ensuite? Et à la fin de ce mois-ci, quand on prépare le mois suivant, on ouvre ce fameux dossier mensuel, on y trouve les billets et on les replace dans le dossier quotidien numéroté 15. Mais c'est littéralement une machine à voyager dans le temps, ce truc. Je mets un papier dans une boîte et c'est comme si j'envoyais un courrier à mon moi du futur. Et le 15 au matin, j'ouvre mon dossier du jour et la chose dont j'ai besoin m'apparaît exactement au moment où je peux m'en servir. C'est brillant, n'est-ce pas? C'est incroyable, oui. Et le soulagement psychologique, il est immédiat. Le cerveau, il sait qu'il peut oublier cette info à 100%, parce que le système mécanique va le lui rappeler. Et d'ailleurs, dans cette même logique de soulager la pression du présent, il y a une autre catégorie qui est vraiment fondamentale. C'est la liste un jour peut-être. Et voici où ça devient vraiment intéressant. Parce que, je te cache pas, j'ai un vrai blocage avec cette liste. Ah ouais, dis-moi. Ouais. Cette liste, un jour peut-être, c'est censé être l'endroit où on dépose nos idées lointaines, genre apprendre l'italien, écrire un roman, refaire la cuisine, faire un voyage au Japon. Mais en toute honnêteté, est-ce que c'est pas juste un cimetière pour nos ambitions abandonnées? C'est pas un tiroir qu'on ferme à double tour juste pour procrastiner sans culpabiliser? On se dit « Oh, je le ferai un jour », ce qui est quand même le meilleur moyen de jamais le faire. C'est une critique fréquente. Et cela soulève une question essentielle sur notre rapport à la productivité. Mais l'erreur, c'est de voir cette liste comme un cimetière. C'est tout l'inverse, en fait. C'est un incubateur. Un incubateur? Oui. La réalité, c'est qu'on a tous beaucoup plus d'idées et d'ambitions que de temps matériel pour les réaliser dans le mois qui vient. Si on essaie de garder le projet apprendre l'italien sur sa liste d'actions actuelle, alors qu'on est déjà sous l'eau avec une clôture comptable au bureau, cette ambition, elle se transforme en source de stress. C'est vrai que voir une tâche gigantesque stagner sur sa to-do list de la semaine, c'est super déprimant. Exactement. Elle nous nargue tous les jours. Alors qu'en garantissant un espace sûr, une vraie liste dédiée pour nos rêves lointains ou nos projets latents, on fait 2 choses importantes. D'abord, on valide nos propres aspirations. On ne les rejette pas. Et ensuite, on élimine le stress qui est lié à notre inaction présente. Donc le cerveau lâche prise. Voilà, notre esprit n'a plus besoin de monopoliser de l'énergie pour se souvenir de cette idée, ni de se culpabiliser de ne pas avancer dessus aujourd'hui. On sait que l'idée est en sécurité et qu'on la passera en revue de manière systématique plus tard. Quand on aura la bande passante, quoi. C'est ça. En préservant cet espace mental, on garde toute notre acuité pour les urgences et les actions du moment présent. C'est un vrai changement de paradigme. On jette pas ses rêves à la poubelle, on les met en salle d'attente pour protéger notre efficacité d'aujourd'hui. D'accord. Donc, en gérant le micro avec les contextes, en gérant l'attente des tiers et en protégeant le futur avec l'échéancier et l'incubation, on dégage bien le terrain. Complètement. Mais il y a un angle mort là. Comment on fait pour pas perdre le cap sur les grands résultats à atteindre? Parce que exécuter des petites actions dans un certain contexte, c'est bien, mais il faut un pont entre la vision globale, le macro, et l'action concrète. C'est là que la fameuse liste des projets prend tout son sens. Et attention, c'est un terme qu'il faut redéfinir d'urgence ici. Le terme projet? Oui, dans cette méthode, la définition du mot projet, elle est chirurgicale et elle est très très différente de la définition classique qu'on a en entreprise. C'est pas un diagramme de Gantt avec des jalons de partout, surtout pas. Ce n'est ni un plan d'action détaillé, ni un rétroplanning complexe. Un projet, écoute bien, c'est simplement n'importe quel résultat qu'on s'est engagé à atteindre d'ici un an et qui nécessite plus d'une action pour être achevé. Attends, plus d'une action? Mais c'est minuscule!
Ça veut dire que faire réparer la voiture, c'est un projet? Absolument. Sérieusement? Oui, parce qu'on ne peut pas faire réparer une voiture en une seule étape. Il faut d'abord chercher les références du garage, puis les appeler pour prendre rendez-vous, puis conduire le véhicule le jour J. Ce sont des actions successives. Ah ouais, vu comme ça. Organiser un repas de famille, c'est un projet. Clarifier le rôle d'un nouveau collaborateur, projet aussi. Le but de la liste de projets n'est pas de lister les étapes, c'est un simple index exhaustif des boucles ouvertes. Un piquet planté dans le sol qui dit « je m'arrêterai pas tant que ce résultat précis sera pas atteint ». Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Plutôt que de voir cette liste comme un inventaire de corvées, c'est un catalogue de destination. Belle image. Ce sont les ports vers lesquels on navigue. Et les actions suivantes qu'on a triées par contexte tout à l'heure, c'est le carburant qu'on met dans le moteur tous les jours pour faire avancer le navire. Exactement. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un soulagement immense, presque physique, à simplement formuler la ligne d'arrivée. Quand on entend un bruit sourd dans la maison et qu'on est super anxieux, écrire « projet, réparer la fuite du toit », c'est magique. Dès que le problème a un nom et une définition de victoire claire, le cerveau arrête de sonner l'alarme en arrière-plan. Et c'est tout le pouvoir de l'externalisation de la définition de fini. Et d'ailleurs, il est crucial que cette liste d'index global soit complètement séparée des documents de planification de ces mêmes projets. On mélange pas la carte et le territoire, quoi. Voilà. La liste donne le cap, un point c'est tout. Les notes, les budgets, les détails techniques, ça reste dans le dossier de référence du projet. Et enfin, pour consolider tout ce niveau macro, nos sources soulignent l'importance capitale des listes de vérification, les fameuses checklists. Un peu comme ce qu'utilisent les pilotes d'avion avant le décollage, non? Le principe est identique. Les listes de vérification, ce sont vraiment le dernier rempart de la structure. Elles servent à maintenir les standards de nos responsabilités récurrentes sans taper dans notre réserve d'énergie mentale. T'as des exemples concrets? Que ce soit pour la préparation d'une réunion mensuelle, le protocole de fermeture d'une boutique, le contenu d'une valise pour un voyage pro, ou même les grands domaines d'attention de notre vie, genre santé, finances, famille, ce sont des recettes préétablies. C'est rassurant. Oui, elles évitent d'avoir à réinventer la roue à chaque fois et elles suppriment cette peur d'oublier un détail crucial. C'est une super façon de figer les bonnes pratiques. Et si on prend un peu de recul sur l'ensemble de cette architecture? Avoir cet inventaire macro qui est totalement transparent, avec une liste de projets à jour et des listes de vérification, moi je trouve que ça offre un vrai super pouvoir dans le monde moderne. La capacité de pouvoir dire non. Ah, c'est la quintessence de la maîtrise de soi, ça. C'est clair. Quand un manager ou un partenaire vient te demander de prendre en charge une nouvelle initiative, si tout ton système est uniquement dans ta tête, tu vas soit accepter par réflexe pour faire plaisir et finir en burn-out, Ouais. soit tu vas refuser par pure panique parce que tu te sens débordé, mais sans savoir exactement pourquoi. Exactement. Pouvoir dire non avec un aplomb paisible, ça change complètement la donne. On regarde son inventaire objectif, on voit ses 50 projets en cours et on peut répondre de manière hyper rationnelle. Écoutez, je peux tout à fait prendre ce nouveau dossier, mais au vu de mon inventaire actuel, lequel de ces 3 autres projets majeurs on met en pause pour faire de la place? C'est génial de pouvoir faire ça. Ce n'est plus une réaction émotionnelle. C'est devenu une négociation basée sur des faits physiques réels. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe de toute cette structuration. Les gens craignent souvent que s'organiser à ce point, avec toutes ces listes étanches, ça va les transformer en robots rigides. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression de l'extérieur. Mais c'est l'inverse. C'est la structure absolue qui permet la flexibilité absolue. Être organisé de cette manière, c'est ce qui permet d'atteindre ce fameux état d'esprit souvent décrit comme une productivité détendue. Ou, pour reprendre une image classique des arts martiaux, un esprit qui ressemble à l'eau calme d'un lac. L'eau calme d'un lac, c'est très poétique. Mais concrètement, comment ça se traduit mécaniquement face au stress d'une journée de travail intense? Sur le plan mécanique, l'image est très précise. Si tu jettes un petit caillou dans un lac très calme, l'eau produit quelques petites ondulations, puis elle redevient parfaitement lisse. Elle a réagi proportionnellement à la masse de l'objet. Logique, ouais. Si on y jette un énorme rocher, il y aura un grand fracas, de grosses vagues, et puis le calme va revenir. L'eau ne surréagit jamais et elle ne sous-réagit jamais non plus. Elle s'adapte à l'impact exact. Je vois. Dans la vie pro, si notre esprit n'est pas structuré, la réception d'un simple email inattendu, un tout petit caillou, ça provoque un vrai tsunami d'anxiété. Parce qu'on a l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de nos engagements non gérés.
Alors qu'un système physique parfait, il absorbe l'impact à notre place, ce qui permet à l'esprit de calibrer sa réponse avec une grande justesse. Donc, en gros, le système nous empêche de traiter une urgence mineure comme si c'était une crise existentielle. C'est vraiment la colonne vertébrale qui permet à cette eau de rester calme, peu importe le nombre de cailloux qu'on nous balance dans la journée. Tout à fait. Et pour clore cette analyse de la phase de structuration, j'aimerais proposer une ultime réflexion. On t'écoute. Tout au long de cette exploration, on a abondamment parlé de faire avancer les actions, de boucler des projets, d'être efficace, de rien oublier. Mais et si le véritable but de tout ça était ailleurs? Ailleurs? C'est-à-dire? Et si la véritable mesure d'un système d'organisation parfaitement calibré, c'était pas du tout la quantité impressionnante de tâches qu'on parvient à abattre dans une journée? Et si sa valeur suprême se mesurait simplement à la quantité de silence et de paix profonde qu'il parvient à imposer à notre monologue intérieur? Waouh! En externalisant la moindre de nos obligations dans une structure de confiance, l'organisation cesse d'être une simple discipline administrative. Elle devient l'ultime outil de méditation active pour le monde moderne. Le silence de l'esprit comme véritable mesure du succès. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.